Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce web séminaire sur Office de tourisme et collectivités locales que nous allons animer pendant une petite heure. Je suis en compagnie de Jean-Marie Marco. Vous voyez. Bonjour. Bonjour Jean-Marie, donc directeur de gérant de tourisme, mais également vice-président honoraire du syndicat national des directeurs généraux de collectivités territoriales. C'est exact. Voilà, un long titre. Oui, ça fait toujours drôle. Honoraire, ça ne rajeunit pas. Voilà. Et donc, pendant une demi-heure, nous allons parler de la relation entre les collectivités territoriales et les offices de tourisme, sujet ô combien important. Et puis ensuite, nous allons avoir une série d'échanges, une séquence d'échanges et de questions-réponses. Donc, je vais débuter par une légère introduction de cadrage sur le sujet, puis ensuite nous serons en mode entretien avec Jean-Marie. Donc la question qu'on peut se poser, surtout quand moi je fais pas mal de terrain et que je vais que j'écoute mes collègues directeurs d'office de tourisme, c'est est-ce que finalement l'amour entre la collectivité territoriale et l'office de tourisme est un amour impossible. Alors si on revient un peu en arrière, il y a quand même un certain nombre de points à voir. C'est-à-dire que l'office de tourisme qui aujourd'hui est par défaut un EPIC, ça n'a pas toujours existé. Jusqu'en 2004, on pouvait créer des EPIC uniquement dans les stations classées. C'était la loi de 1964 qui disait que le maire de la station classée pouvait avoir un office de tourisme municipal, office du tourisme, qui avait le du, qui était obligatoirement un office de tourisme EPIC, et le directeur, il était là pour 2 ans, et il était sur la liste des emplois fonctionnels, c'est-à-dire c'était vraiment l'emploi de cabinet, comme le directeur de cabinet. Donc il était là pour 2 ans, et en dehors des stations classées, donc en dehors des endroits où il y avait du tourisme, on ne parlait pas d'office de tourisme, c'était uniquement, l'office de tourisme n'était pas dans la loi, c'était des associations lambda. En 2008, avec la loi Novelli, on dit que l'office de tourisme est par défaut un EPIC, donc un organisme de droit public. Et en 2015, c'est vrai que la loi NOTRe, hormis le fait qu'elle a regroupé beaucoup d'offices de tourisme, elle a quand même eu pour effet, et de regrouper des communautés de communes, elle a eu pour effet de réfléchir à la compétence. C'est actuellement ce qu'on est en train de faire. Et donc, on est en train de faire ça dans un contexte très particulier, c'est que on voit depuis 10 ans, moi ce que je vois depuis que je suis à la MOPA, à la MONA, c'est que depuis qu'il y a l'intercommunalisation du tourisme, fondamentalement, c'est presque toujours accompagné par une reprise en main quelque part de la collectivité. C'est-à-dire, on passe de office de tourisme associatif à, dès qu'on passe au niveau communautaire, ou qu'il y a le regroupement de 2 communautés de communes, il y a un vice-président de tourisme, il y a une commission de tourisme, on s'interroge sur le rôle et la place de l'office de tourisme, et puis on arrive très rapidement à dire il faut une forme publique parce qu'il faut qu'on ait la main. Le statut finalement, ça importe peu, hein, c'est de la régie dans un certain nombre d'endroits, c'est les EPIC, récemment les SPL, les sociétés publiques locales sont souvent plébiscitées, notamment dans les dom-toms, je le vois, parce que dans une SPL, il n'y a pas de pouvoir du directeur comme dans un EPIC, et parce qu'on peut aussi rémunérer les dirigeants. Mais la différence maintenant, c'est que les collectivités par rapport à ailleurs, elles veulent être à la manœuvre. On sent vraiment des élus disent si on met de l'argent dans l'office de tourisme, on veut vraiment qu'il soit à la compétence. En face, ce que je vois également, c'est que cette situation-là, elle est acceptée très très lentement par les cadres et puis par les présidents des offices de tourisme, que ce soit les élus associatifs, mais aussi les cadres. Je me rappelle, il y a peu de temps, c'était en 2014, lors du séminaire des directeurs d'office de tourisme de France à Vannes, il y a Nicolas Portier, qui est le délégué général de l'association des communautés de France, qui est venu en préambule de la loi NOTRe intervenir devant 200 directeurs en disant voilà, demain le tourisme va être transversal. Alors j'ai un problème de micro a priori, me dit Charlotte. Est-ce que ça va le micro? Aucun son? Vous n'avez pas de son? Ah. Le son fonctionne bien?
Voilà. Ça va, bon, mais si ça va. Il y a Pascal qui m'entendait pas, mais pour les autres. Est-ce que si je parle comme ça grésille moins? Est-ce que c'est mieux comme ça? Parce que voilà. Mais il fallait que je baisse mon volume sonore de micro parce que ça grésille. Donc, Nicolas Portier, délégué général de la DCF, devant les directeurs d'office de tourisme, lors de ce congrès, explique que de plus en plus, l'office de tourisme va être transversal, que les collectivités vont avoir besoin de cette compétence-là. Et en face, il y a un bon cas de directeur d'office de tourisme associatif de station classée en disant non, non, il faut que ça reste communal et que l'association puisse exister. Nicolas Portier, je pense, le délégué général de la DCF, est reparti de cette intervention en se disant mais franchement, les directeurs d'office ne sont pas prêts à évoluer, à intégrer une dynamique communautaire. Donc ça, c'est d'un point de vue des cadres des offices de tourisme, alors pas tout le temps, mais parfois on a cette réaction. Et puis, du côté des cadres des collectivités locales, moi j'ai vu pas mal de DGS, notamment quand les communautés de communes ont commencé à grossir, qui se demandaient vraiment ce que c'était un office de tourisme et que faisait le personnel un peu étrange, qui était en association, qui avait pas de procédure, qui travaillait un peu n'importe quand, et finalement sans bien connaître le travail des offices de tourisme. Et donc on s'est retrouvé dans cette situation-là un peu compliquée, qui fait qu'aujourd'hui, il faut se poser la question de comment on peut faire ensemble. Donc du coup, Jean-Marie, toi, tu es dans le tourisme depuis finalement assez peu de temps parce que tu as été TGS pendant pas mal d'années. C'est ça. C'est ça. Un an et demi. 1 an et demi dans le tourisme Et et 33 ans 33 ans en tant que DGS. en tant que DGS. C'est-à-dire un an et demi dans le tourisme en tant que directeur En tant que directeur de de Gironde Tourisme, donc voilà. Et puis avant, diverses communes et communautés de Voilà. communes, départements, etc. Avec quand même Avec quand même au moins 2 expériences de DGS dans des communes touristiques, parce que j'y étais pas très longtemps. j'ai été directeur général Secrétaire général, d'une station de ski d'une de station de Briançon. ski de Briançon. Et j'ai été directeur J'ai général été de directeur Cahors. service de la ville de Cahors, Touristique, pas pas neutre, pas neutre, pas infime. pas infime. Donc, Donc, voilà pour me présenter. pour reprendre Pour reprendre ce que tu viens de dire, l'amour impossible, amour impossible, non, mais impossible, je mais crois que de toute façon, je crois que de toute façon, il n'y a pas d'amour possible, effectivement, quand on ne se connaît pas. ça sera pas. Et on ne peut pas. Et effectivement, si je retiens une chose de ce que tu as dit, je crois que sur le reste, on y reviendra. Effectivement, pour un DGS, l'activité touristique, c'est pas une de ses connaissances premières. Moi, je découvre maintenant. Effectivement, quand tu es directeur d'office de tourisme, parle de stratégie marketing, parle de relations clients. C'est des mots et des notions et des métiers et des savoir-faire qui n'ont pas imprégné l'activité d'un DGS jusqu'à aujourd'hui. On y reviendra aussi. Mais effectivement, aujourd'hui, cette compétence c'est le bon côté, qui prend de l'importance. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce que tu as qualifié de mainmise. C'est peut-être un mot un peu fort, mais moi je dirais une attention particulière à l'activité tourisme, je crois, alors qui s'exprime peut-être par, on verra aussi au cours de notre entretien, par des choses négatives, mais il y a des choses positives, ne serait-ce que par la prise de conscience que c'est une activité à laquelle il faut qu'on prête attention. Je crois que c'est clair, nous, au niveau de Gironde Tourisme, on en a fait l'expérience concrète en accompagnant la Médulienne dans la prise de cette compétence, puisqu'il y avait le Porge, mais à part le Porge, Donc, il y avait pour rien. ceux qui ne sont pas girondins, la Médulienne, une communauté de communes du littoral médocain. Tout le monde n'est pas girondin. Voilà. Qui part de la périphérie bordelaise jusqu'à la côte atlantique. Et sur 40-50 km, il n'y avait pas de point d'information touristique. Et les élus se retrouvaient à la compétence et ont ouvert le débat, ont ouvert la réflexion. Donc il y a des côtés positifs quand même à cette loi nôtre, même s'il y en a d'autres, j'y reviendrai, qui sont effectivement à gérer et qui ne sont pas toujours faciles. Alors Jean-Marie, première question pour aller plus loin. En 2017,
je suis DGS. Finalement, mes principales préoccupations, c'est quoi quand je suis directeur général d'une collectivité locale? En fait, je pose cette question en premier parce que dans toutes les formations, on dit qu'il faut s'intéresser au client en premier, bien connaître son client. Donc, le DGS, à quoi il pense? Et il faut poser le contexte. Et je referai le lien avant de répondre à ta question, amour impossible, etc. Je crois qu'il y a un levier pour que la rencontre souhaitable et souhaitée s'effectue, c'est que la préoccupation d'un DGS n'est pas si éloignée que ça de celle des directeurs de tourisme. Un DGS, qu'est-ce qu'il a à gérer aujourd'hui? Il a à gérer un monde en mutation. La loi NOTRe a des conséquences aussi sur l'organisation territoriale et collectivité territoriale. Des nouvelles compétences, des nouvelles structures avec des fusions. Donc aussi des problèmes de faire face à des mutualisations de personnel, du management, c'est pas simple. Des problèmes financiers et des problèmes, je dirais, d'organisation. Mais alors ça, c'est une particularité des DGS et je crois qu'on y reviendra aussi. Le DGS est un traducteur de politique. Et il se retrouve aujourd'hui en intercommunalité essentiellement, hein, mais comme il y a les mutualisations entre les DGS de Terco et de Ville-Centre, il se retrouve avec des assemblées communautaires complètement nouvelles. Je crois qu'il faut mesurer pour l'environnement ce qu'a entraîné l'élection au suffrage universel en fait des conseillers communautaires en 2014. Parce que jusque-là, c'était les conseils municipaux qui désignaient leurs délégués. Donc à l'intérieur des conseils communautaires, il y avait un certain consensus. On cherchait l'unanimité, on cherchait. Aujourd'hui, il y a de la politisation. D'accord. C'est clair. Est-ce que ça veut dire que le DGS, il est obligatoirement politisé, c'est-à-dire qu'il est choisi par son président pour être du même bord que le président? Alors, sans parler de bord, parce que c'est quand même un fonctionnaire, n'empêche qu'il est choisi, effectivement, tu disais tout à l'heure, le cabinet, l'emploi fonctionnel. L'emploi de directeur général de service, c'est un emploi fonctionnel aussi. D'accord. Donc, c'est pas question d'avoir une carte, mais si la confiance ne marche pas, donc, effectivement, les pensées politiques peuvent être un argument, on ne va pas se cacher derrière le petit doigt, un critère pour que la confiance existe, mais le DGS est effectivement au service d'une équipe politique, c'est évident. Donc il y a plus d'habitude maintenant que les DGS changent au moment des élections municipales et donc des élections communautaires, quoi. Alors ça, c'est un fait. Depuis 89, c'est le cas. La problématique, les DGS aujourd'hui sont sur des emplois qu'on peut appeler précaires, des situations précaires. Pas les emplois, mais la situation est précaire. Et ce qui faisait les renouvellements électoraux faisait des pics dans le renouvellement des DGS. Aujourd'hui, c'est peut-être moins de pics. On en parlait le vendredi dernier avec des jeunes collègues de la banlieue bordelaise, mais c'est en continu pendant tout le mandat. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, si je résume, préoccupation des DGS aujourd'hui, regroupement, réorganisation. Ça, on le voit bien dans toutes les communautés de communes récemment regroupées. On a des collectivités qui sont passées de 20 fonctionnaires à 100 fonctionnaires en rien de temps. Donc, c'est sûr que ça doit prendre un peu de temps. Problème budgétaire, question budgétaire, et puis l'organisation, c'est quand même la question numéro un. La nouvelle organisation avec la mutualisation, alors aussi bien, et ça c'est la dualité et la difficulté du poste DGS, l'organisation des collaborateurs techniques, de la sphère technique, et l'organisation aussi, conseiller le président ou le maire, à l'organisation de la sphère politique. La prise de décision dans l'action publique est quelque chose de très difficile. Et quand après il y a un satellite, c'est le terme qu'on utilise, office de tourisme, il faut bien connaître les circuits de décision et qui a le pouvoir, et bien l'organiser. Alors, autre question, puisque tous les collègues ont été quand même généralement confrontés à des baisses de subventions dans les offices de tourisme de la part des collectivités. Alors, il y en a quelques-uns, je ne vois pas qui c'est qui écoute ici, mais en fait, dans ceux qui participent aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui ont vu leur subvention augmenter. C'est quoi aujourd'hui le contexte financier des collectivités locales? Est-ce que les 3 années de baisse, 2015, 2016, 2017, ça va aller mieux après? Voilà. C'est quoi aujourd'hui les enjeux des DGS d'un point de vue financier? Non, je crois que ça allait mieux, que ça va aller mieux. Et, si c'est le cas, tant mieux. Et je crois qu'il n'y a aucun DGS aujourd'hui qui se pose cette question à ces termes. C'est-à-dire tous sont en train de réfléchir à des optimisations de leur richesse fiscale, de leurs ressources pour les années à venir.
parce que on n'attend pas forcément bah, des dotations qui reviendraient à un niveau passé dans les années à venir. Pourquoi? Il faut bien le savoir. Quand on parle des 3% de déficit par rapport aux critères de Maastricht, les collectivités territoriales représentent 9% de ce déficit-là. Donc elle est appelée par l'État, elles sont appelées par l'État à contribuer effectivement à cet effort. Donc le contexte fiscal, financier sera identique dans les années à venir. Il n'y a pas de raison, sauf à revenir sur Maastricht, que ça soit différent. Ça ne veut pas dire pour autant, alors c'est le grand débat qu'on a à l'intérieur des DGS, puisque cet effort d'optimisation des ressources, on l'a entrepris il y a déjà plusieurs années quand même. Certains disent on ne peut plus aller plus loin sans réfléchir maintenant au service. Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on pourra peut-être, hein, si on a le temps dans l'heure que l'on a. Mais effectivement, il y a d'autres pistes qui peuvent permettre peut-être encore de retrouver quelques marges de manœuvre. Et le premier souci, c'est peut-être là qu'il y a des conflits avec les offices de tourisme, c'est-à-dire que le regard va se porter sur les services facultatifs et sur les satellites. Donc voilà. Et moi, Oui, sachant, alors si on va un peu plus loin dessus, sachant que le DGS, il se dit, dans tous les cas, il a des agents titulaires, ceux-là, et oui, ils sont immuables, et donc il a tendance à se dire, finalement, j'ai cet office de tourisme associatif, il va ou pouvoir s'autofinancer, ou bien on va pouvoir limiter les subventions parce qu'il va se débrouiller, quoi. voilà. Et on parle des subventions. Moi, j'ai assisté à pas mal d'assemblées générales d'office de tourisme, y compris la diminution des aides indirectes, direct, hein, mise à disposition du personnel, que j'ai vu supprimer les endroits, y compris des tarifications pour effectuer des visites de bâtiments communaux, des choses comme ça. L'office de tourisme, effectivement, puisque c'est une structure, s'il n'est pas établissement public, s'il est associatif, privé, on a peut-être tendance, et on fait l'erreur, de penser qu'il peut aller chercher plus facilement des partenaires privés, de l'argent ailleurs, et donc on met un peu plus de pression. C'est effectivement des stratégies financières qui peuvent être utilisées. Il y a notamment la situation, c'est quand l'office était communal et devenu intercommunal, la mairie qui mettait à disposition des locaux, qui donnait des avantages, a tendance à dire, ben voilà, là maintenant, tout ça c'est fini, on passe à la caisse. Parce que ça, on l'a noté en Gironde, mais je pense que c'est quelque chose effectivement qui se généralise. Alors, un DGS qui se trouve confronté à un office de tourisme pour la première fois, la vision qu'il en a. Quand tu étais donc DGS à Montgenèvre, qui était quand même là une office de tourisme, c'était quelque chose d'important. Mais sinon, de façon générale, les collègues, ils se disent quoi? Les offices de tourisme sont toujours en vacances, ils distribuent des dépliants. Alors, faut pas prêter d'intention, hein, mais il y a quand même un premier problème, c'est que la vision du DGS de l'office de tourisme, elle est fausse, elle est floue. Pourquoi? Parce que le métier, je découvre moi aussi, hein, le métier des techniciennes en responsabilité des offices de tourisme, le DGS, il ne le connaît pas, ces métiers. Je l'ai dit tout à l'heure, en marketing, il ne sait pas ce que c'est. Donc il va réduire, le DGS va réduire, alors je mets à part peut-être ceux qui sont sur des grandes stations, que d'évidence l'activité économique du tourisme est claire et nette, mais disons que dans le commun des territoires français, il va le réduire, à sa dimension communication et accueil du tourisme. Stratégie, le client, les mailings, tout ce que vous savez faire, tout ce qui se fait dans les offices tourisme, il n'en aura pas une perception parce que c'est pas ce qu'il fait. Donc ça va être la première chose. La deuxième chose, tu l'as dit, et moi je vais l'éclairer aussi sur un autre plan, monde associatif. Pour un DGS, le monde associatif, ça signifie danger. Ça signifie danger. Danger parce qu'il peut y avoir des dérives financières. Danger parce que on maîtrise pas forcément ce CA, qu'est-ce que le conseil d'administration de cette association, établissement public, il y a un peu fort, hein, mais bon, il y a quand même beaucoup d'associations. Qu'est-ce qu'il va décider? Et puis il n'a pas la responsabilité, finalement, il ne voit pas que c'est l'argent public. Donc, et puis la responsabilité, effectivement, il peut y avoir les gestions de faits, ce qu'on a connu par le passé. Donc il y a toujours une méfiance, ne serait-ce que par la nature juridique de l'office de tourisme. Voilà. Donc, et puis le troisième point, on l'a dit aussi, finances, difficultés, etc.
l'office de tourisme, taxe de séjour. D'ailleurs, on l'a vu, le débat au niveau des DGS, je relisais hier soir un petit peu les contributions de la commission du syndicat national des DG sur le point de vue touristique, a porté essentiellement sur les imprécisions de la loi NOTRe sur la taxe de séjour. Et oui, c'est ça. C'était La ça, recette fiscale. la préoccupation, c'était celle-là. Voilà, la première. Et ben, après, on y reviendra. Oui, parce qu'en fait, un DGS, parfois, il a des agences de développement économique aussi à gérer, mais qui là sont quand même toujours pilotés par des élus en général, et donc est vraiment un instrument de la collectivité. Alors que l'office de tourisme, au départ, quand il est associatif, il n'est pas considéré comme un instrument de la collectivité, il est considéré plus d'une structure dont on hérite. Alors, sans vouloir provoquer, Jean-Luc, mais est-ce que c'est pas vrai dans l'autre sens aussi? Oui, oui, Ouais, oui, oui, voilà. oui, oui. Et c'est là qu'il faut que les passerelles se fassent, des responsabilités, euh, action publique, donc responsabilité des élus. Moi, je peux entendre aussi comment je dirais, des structures associatives, même subventionnées à un taux très très fort par le public, dire moi je suis une association, je suis indépendant. C'est des deux côtés, je crois. C'est des deux côtés. Alors, je récupère mon office de tourisme dans ma collectivité. Les questions que je me pose, tu as commencé à l'aborder, c'est un, la gouvernance. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que ce que j'ai dit par rapport à la structure interne d'une intercommunalité ou des communes qui sont intégrées maintenant à l'intercommunalité, etc., se pose effectivement aujourd'hui dès qu'on récupère un office de tourisme. C'est-à-dire quel lien créer, comment organiser le lien avec l'office de tourisme, comment l'intégrer, on y reviendra aussi, et puis dans la sphère technique et puis aussi dans la sphère politique. Qui va être délégué au tourisme? Est-ce que c'est une ligne sur une carte visite? Ou est-ce que c'est quelle est la limite de la délégation que va lui accorder le président? C'est très important à définir. C'est comme toute délégation. Et donc, d'une manière globale, parce que la compétence tourisme, elle est facultative. Parce que le tourisme, comme presque toutes les activités publiques, en France, c'est très divers. Les offices de tourisme qui se ressemblent les uns les autres, il y en a peut-être, mais il y a des spécificités de partout en France. C'est qu'est-ce qu'on a transféré? La définition exacte de. Alors, l'office de tourisme, oui. Oui, accueil, information, mais promotion. après, derrière, quelle est est-ce qu'il y a une compétence en termes d'aménagement, de gestion d'un palais des congrès? Ou est-ce que ça, c'est. Donc, il y a aussi à limiter les compétences de chacun. Je crois que c'est les principales questions qu'il faut se faire. Et puis après, ben, faire l'audit. Est-ce qu'il y a des économies? Parce que, on dit, ça sera aujourd'hui. Personne n'y cherche. Mais ça, c'est pas lié forcément au tourisme. Je crois que toutes les activités y ont droit. Alors du coup, tu en parles justement sur le vice-président. On parlera dans un moment, puisqu'il y a déjà des premières questions, des instruments de régulation et de comment on peut au quotidien fonctionner. Mais ce que tu évoquais était important, la relation entre le satellite et la maison mère, notamment d'un point de vue politique, c'est-à-dire sur la personne, même quand on est dans une forme publique, ou personne qui va être en charge du tourisme, quoi. Là-dessus, les techniciens, ils ont assez peu de poids finalement sur la définition du vice-président. C'est-à-dire, ou bien on le confie à quelqu'un parce que, un peu comme traditionnellement dans les majorités de régions socialistes, on mettait un radical de gauche à la présidence du CRT, parce que voilà, ça permettait à tout le monde ça permettait de caser cette force politique, ou bien c'est vraiment un poste de confiance. Là, assez peu de poids sur ces décisions-là. Alors là, c'est le DGS qui peut avoir un rôle de conseil. Il a un rôle de conseil sur toutes les décisions que peut prendre un maire, un président. Mais effectivement, c'est la spécificité de l'organisation française. Il peut y avoir, tu en as cité par le passé, il peut y avoir des critères politiciens, je ne dirais pas politiques, politiciens. Mais identifier, pour un directeur d'office de tourisme, identifier qui a la délégation, quels sont les. Est-ce que c'est un homme, une femme politique qui a du poids? C'est important parce que ça attestera de l'importance donnée par l'exécutif à l'activité touristique. Mais alors, du coup, quand on se retrouve avec un président en charge du tourisme, donc président de l'office de tourisme, qui n'a pas l'oreille du président, ça veut dire qu'on a intérêt et il faut trouver une manière pour doubler l'information, quoi. Alors, dans ce cas-là, bien évidemment, mais je crois que de toute façon, il faut le faire. Alors, doubler, ce n'est peut-être pas le terme, mais il faut être bien sûr. Une délégation, c'est qu'une délégation.
Attention, et il faut bien savoir que ces délégations-là, de même qu'auprès d'un adjoint, elles sont précaires et révocables. D'accord? Ce qui veut dire que il faut bien s'assurer par différents moyens, et peut-être le rôle le lien entre les techniciens est important. Que quand un délégué au tourisme vous dit c'est comme ça qu'il faut faire, ça soit bien accepté. Et ce que je dis là, c'est l'expérience du vieux DGS que je suis qui peut le dire, c'est la même chose à l'intérieur d'une collectivité territoriale. Quand vous avez un adjoint aux travaux qui arrive le matin aux ateliers municipaux en disant il faut aller peindre la classe de tel institut dans telle école en vert ou en rouge, attention, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le chemin de la décision dans nos organisations que les gens des offices de tourisme découvrent peut-être plus que nous, puisqu'on était là, est toujours très complexe et mérite effectivement beaucoup de mise en place d'outils de veille et de surveillance. Et le principal, c'est effectivement, on verra tout à l'heure, hein, la rencontre régulière, formalisée avec le DG ou le DGA, hein, à voir. Mais du coup, aux premières préco, c'est vraiment avoir bien le dessin de l'organisation politique entre son président délégué au tourisme et le président de la collectivité pour être sûr, pour s'assurer que ça se... Et demander, si ce n'est pas le cas, au DGS, puisque le DGS est quand même rempli les arrêtés de délégation, rempli d'abord, qu'il soit le plus précis possible dans les périmètres de la délégation accordés par le président, etc. Que vous ne soyez pas en porte-à-faux à un moment donné, comme les DGS peuvent l'être aussi dans leur activité. Ouais, c'est des points communs quand même. Hein. Voilà. Alors du coup, quand on a le satellite et la maison mère, est-ce qu'on est plutôt dans je confie tout ce qui est la partie développement à l'office de tourisme, ou bien j'ai un service en interne, un service du tourisme. Ce qu'on voyait en fait, ça a toujours été au niveau départemental la grosse question entre le service du tourisme du conseil départemental et le CDT. Où souvent d'ailleurs il y avait un qui s'occupe des dossiers du développement et puis l'autre plutôt de la promotion. Aujourd'hui, on peut avoir la même question avec l'Office du tourisme et la collectivité territoriale. Est-ce que on a deux services ou bien alors est-ce qu'on confie tout à l'Office de tourisme? Alors, je ne sais pas s'il y a des vérités hein, dans les organisations. Par contre, il faut vraiment que le tourisme, alors l'organisation peut bien sûr y contribuer, mais au-delà du fait qu'il y a un service ou pas un service. Point de vue aménagement. Le tourisme est très transversal. Très transversal. Donc je crois que ce n'est pas un service tourisme qui va irriguer, quand je parle de structure importante, je parle du département, puisque tu en as cité, qui va pouvoir faire en sorte que toutes les directions chargées des infrastructures prennent en compte la dimension touristique. Je verrais plutôt une procédure qui fait que tous les grands projets d'aménagement reçoivent la validation, ou pour avis, hein, des professionnels du tourisme. Alors qu'ils soient externalisés parce qu'ils sont au CDT ou dans un office de tourisme, c'est à mettre en place. Moi, je prends un exemple. Ce qui est obligatoire dans le cas d'un office de tourisme en EPIC, puisqu'un office de tourisme en EPIC doit toujours donner un avis sur un équipement touristique. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'un équipement touristique? Moi, je parle d'infrastructure. Je regarde par exemple le schéma des itinéraires cyclables du département. On est en train au CDT de s'incruster là-dedans pour que l'aspect utilisation du vélo pour les déplacements des touristes soit pris en compte. C'est la même chose sur la rénovation de bureaux ruraux. Tout à fait. La rénovation de bureaux ruraux, c'est aussi... voilà. Donc ça c'est la première chose. Pour la question qui est posée, avoir un service du tourisme en interne. Pour les autres fonctions que tu as citées, la promotion, hein, regroupons-le là-dedans, la promotion. Franchement, et moi c'est mon expérience de quelques mois hein, dans le monde du tourisme, c'est particulier en termes de temps, de réactivité, de savoir-faire, d'outils, et je pense qu'un service intégré serait pas forcément le mieux à même de remplir les enjeux, de remplir les objectifs, d'atteindre les objectifs qu'on peut fixer aujourd'hui à un comité départemental du tourisme ou à un office de tourisme. Ça, je le pense. Donc voilà, d'un côté que pour les infrastructures, oui, la collectivité territoriale qui a la maîtrise d'ouvrage de ces infrastructures
garde sa pleine responsabilité, mais avec avis des professionnels du tourisme. Qu'il y ait un service ou pas, je ne pense pas que ce soit décisif. Par contre, après, que pour tout ce qui est promotion, tout ce qui est spécificité de l'activité touristique, comme on dit l'accueil, etc., je crois que ce n'est pas un service du tourisme de la collectivité qui peut remplir les missions exercées aujourd'hui. Je crois pas. Alors souvent, on se retrouve aussi avec un DGA en charge du tourisme ou de l'économie du tourisme. Du coup, là, on a un intermédiaire de plus et c'est nouveau dans beaucoup d'agglomérations là maintenant. DGA, à l'intérieur de la DGA, il y a des fois un technicien en charge. Comment on fait là? Comment ça marche comment entre les DGS et les DGA? Alors là, je crois qu'il y a une tendance forte, c'est que DGS, alors il faut bien une précision, le DGA est dans la même situation statutaire que le DG. C'est aussi un emploi fonctionnel. Ouais. Donc il y a déjà une solidarité qui se crée par rapport à cette situation-là. Après, les DG, pardon, d'aujourd'hui savent très bien que leur rôle, on l'a vu tout à l'heure, c'est un chef d'orchestre, c'est un organisateur, c'est celui qui va simplifier, rendre lisibles les décisions politiques avec un grand P. Il a besoin d'une équipe. Donc ça ne se joue pas sur le papier, ça se joue entre les êtres humains et c'est bien évident, et surtout avec la confiance. Donc moi j'ai beaucoup de collègues DG qui appellent ça le pack, en reprenant l'expression de rugbystique, de son équipe de direction. Voilà. Et donc, Donc logiquement, il fait confiance en son DGA. ah oui, oui, oui. S'il ne le fait pas, il y a problème. Il ne faut pas qu'il garde son DGA. Ça ne me paraît pas entendable. Alors, on va passer justement à un point important, les instruments de régulation à mettre en place entre l'Office de tourisme et la collectivité. Par exemple, Julie Juliette dit quel format de communication avec le DGS, c'est-à-dire souvent il n'a pas le temps, le DGS, comment on peut faire euh, pour lui Il faut qu'il le prenne. Ah oui. Oui, mais comment arriver à lui faire prendre en fait. C'est Oh, je croyais que c'est si difficile que ça. Je dis vous parce qu'ils vont s'exprimer, hein, ceux qui nous écoutent. Euh, Moi, je vois pas un DGS ne pas faire des rencontres bilatérales avec ses directeurs. Et puis le comité directeur. Alors, est-ce que le directeur de l'office de tourisme doit être au comité directeur? Peut-être pas. Mais moi, quand j'étais par exemple à Cahors, le directeur d'office de tourisme venait, me prévenait parce qu'il avait une question à poser. Il était au comité directeur. C'est-à-dire que je crois qu'il faut faire comprendre. Alors là, il y a peut-être toute la sensibilisation, la formation à faire des DG. Puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ne connaissent pas forcément. Donc, ce que vous gérez, etc., il faut aller le porter. Et après, que lui, statutairement, organisationnellement ou pas, vous ayez votre place aux réunions transversales qui sont le comité directeur. Par exemple, aujourd'hui, en Gironde, je suis invité aux réunions de direction du conseil départemental. Du conseil départemental. Ouais, ouais. Et après, les échanges bilatéraux, le reporting, etc. Il faut que le DGS, parce que vous allez l'éclairer sur le métier, sur l'importance de l'activité touristique, sur l'importance des dossiers que vous avez, vous considère, je dis bien, hors statut ou pas, c'est une question des personnes, comme membre de l'équipe de direction. comme un membre de l'équipe de direction. Sinon, le tourisme n'est pas une politique publique et c'est une erreur. C'est pas vrai. C'est une politique publique. Alors du coup, tu as dit un mot important, c'est le reporting. Oui. En fait, on en a parlé dans des réunions. C'est pas trop l'habitude des directeurs d'office de tourisme de renvoyer tous les 15 jours ou tous les mois un petit rapport des actions passées et de ce qu'on a fait pendant les 15 derniers jours. Voilà. Oui, mais c'est là qu'il faut que les métiers se rejoignent. Il faut que les DGS comprennent ce que fait un directeur d'office de tourisme. Le directeur d'office de tourisme, il faut qu'il comprenne les procédures et les règles d'un DGS. Ben, le DGS, il n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai. Et donc, il faut que le soir, quand il part chez lui, il amène un parapheur avec des notes très précises qui l'aident à prendre une décision, une orientation, un conseil, etc. Voilà. Ce qu'il y a, c'est peut-être que c'est important à dire parce que c'est tout simple, mais on le dit pas souvent. C'est que le DGS, c'est d'ailleurs dans le concours d'attaché, il est formaté note. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, le mode de communication passe beaucoup autour de la note. Oui. Et donc, du coup, il faut que les satellites fonctionnent à la même façon. Pareil. S'ils veulent prendre la place, il faut qu'ils prennent la place. Et effectivement, la note, vous adressez à quelqu'un qui n'a pas le temps, quelqu'un qui ne sait rien du sujet. Ça, on le dit en préparation concours. Hein. Ouais. Alors là, c'est encore plus vrai parce que effectivement, problématique d'un salon professionnel, vous allez dire B2B, il ne va pas comprendre ce que c'est.
Il y a un an et demi, je ne savais pas ce que c'était. Voilà. Donc, il faut vraiment des notes très, très explicites, très courtes, et qui l'aident à vous conseiller, à vous faire le retour. Voilà. Ça, c'est effectivement un outil qui fait partie je sais pas, c'est le stylo du DG, quoi. Ouais, Ah ouais. oui. En fait, c'est peut-être ça à ça qu'il faudrait qu'on forme les directeurs d'office de tourisme. Alors, dans d'autres endroits, C'est une formation que je vais faire aux agents de Gironto. ah ouais, Parce que je suis en manque, vous voyez. ouais. Ah oui, Ils n'ont pas cette culture-là. ah oui, Même de très bons, hein. Je ne ouais, les citerai pas, vous les connaissez, il y en a de très très bons. Ils n'ont pas cette habitude. ah Et oui. moi, je suis en manque. Ouais, Voilà. de fonctionner par note, voilà, parce que c'est vraiment un mode de fonctionnement. Et c'est vrai que ça, le fait de travailler par note, c'est pas du tout aujourd'hui dans la culture logique et classique des offices de tourisme. On est plutôt par mail avec énormément d'allers-retours, plutôt que. Méfiez-vous, méfiez-vous des mails. Un DGS n'a pas le temps, c'est pas possible Bon, le mail, oui, mais il faut vraiment. Alors, je sais que c'est des formations que tu dois donner, qui sont importantes, hiérarchiser ce qui doit être traité par mail et ce qui doit faire l'objet, pas tout, mais des choses où il y a vraiment attirer l'attention sur un point important, il faut le faire peut-être par écrit. Ça, c'est des règles à poser avec le DGS qui évitera des malentendus. Ah, vous ne me l'avez pas dit, mais si, je vous avais envoyé un mail. Attention. Sur ce que dit Clotilde, c'est parfois le DGS propose une charte managériale à ses DGA. Ça pourrait être signé aussi par le directeur d'office de tourisme. Tu as des exemples de charte? Ah oui, oui, ça pourrait, pourquoi pas. DGA, directeur, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, alors aujourd'hui, très concrètement, je suis directeur d'un office en association, très peu de relations avec mon DG, avec le DGS d'Interco. Euh, Qu'est-ce que je fais? Je lui propose un cadre de travail, je lui fais une proposition de dire ben voilà, je vous fais un reporting tous les 15 jours, ou même on fait un point de tourisme tous les mois. Ça me paraît la première chose à faire. À co-construire avec lui. Oui, Mais demander un rendez-vous, pas pour parler de la subvention qui est trop petite et manque d'argent, mais pour parler de ce que je disais, la priorité, il va l'entendre. Il va l'entendre. Comment on s'organise? Quelle relation on met en place entre nous? Bah, la charte, hein, charte managériale avec les DGA, c'est une charte aussi avec le directeur d'OT et le DGS, ou le DGA, hein, s'il a délégué la compétence, le suivi à un DGA. Mais effectivement, c'est la priorité des priorités, de fixer les règles de collaboration. donc comprendre la culture et fixer des règles de collaboration. Un exemple de relation collectivité locale, office de tourisme qui a bien fonctionné pour toi, Jean-Marie. Alors, je ne vais pas citer le nom, mais moi, j'ai été dans le cadre des mutations, des regroupements en cours en Gironde et ailleurs. Il y a un secteur où ça s'est remarquablement bien passé parce que je crois que toutes les pistes qu'on vient d'évoquer pour que les choses se déroulent bien ont été remplies et où effectivement le directeur de l'office de tourisme, je l'ai vécu comme directeur adjoint du DGS. Et c'est lui qui a mené toutes les rencontres avec les agents. Et j'ai assisté à des réunions où le DGS était là, où lui était là. Le comité de directeur de l'office de tourisme, le DGS venait, et vice-versa. Et ça s'est bien, très, très bien passé. Je crois qu'il y a d'un côté celui qui croit peut-être, mais qui l'a quand même, je vais pas altérer cette notion-là, qui a la responsabilité de l'ensemble des activités publiques, c'est le DGS, puisqu'il faut savoir que la fonction de DGS n'est résumée que par une phrase dans le Code général des collectivités territoriales, dans notre statut, par il coordonne sous le DGS, il coordonne sous l'autorité de l'exécutif l'activité des services. C'est tout ce qu'il a. C'est tout ce qu'il a. Donc, si on arrive à monter, qu'ils comprennent en compte le fait que le tourisme est un service, une activité comme les autres, à partir de là, il entendra qu'il n'a pas la compétence. Il intégrera le directeur d'OT dans son équipe de direction. Lui, il prend la responsabilité. Il fixe une règle avec celui qui a la compétence reconnue, qui est le directeur de l'office de tourisme. Donc voilà. Donc là, ça a bien marché, effectivement. La satisfaction des agents, les regroupements se sont super bien faits, etc. Parce que les deux ont vraiment fonctionné en binôme. Je l'ai eu l'occasion de le vivre et le directeur général des services ne prenait pas la parole
au comité directeur d'office de tourisme parce qu'il savait très bien que la compétence était pas chez lui, chez le directeur de l'OT, qui menait sa réunion. Et inversement, quand il y a eu des rencontres avec les employés, vous allez avoir tel statut, parce qu'il y avait aussi des fonctionnaires en détachement, des choses comme ça, chacun prenait dans sa compétence et c'était remarquablement bien mené. Alors, à l'inverse, les mauvaises pratiques, pour que ça fonctionne pas, Ben, c'est le manque de communication où effectivement le directeur d'office de tourisme, moi ce qui me surprend, hein, ce qu'il faut vraiment, ce à quoi il faut vraiment mettre fin, ne sait même pas si à une réunion que j'organise, je parle pour Giron Tourisme, il va pouvoir s'engager sur une proposition parce que il ne sait pas s'il aura une rallonge budgétaire, il ne sait pas, voilà. Et là, ça ne fonctionne plus. À un moment donné, ça ne fonctionne plus, y compris que nous, on peut être sollicité par la collectivité territoriale pour faire des interventions sur mon touristique, ce que je ne ferai pas, puisque les offices de tourisme, on les respecte trop sur les territoires. Donc là, voilà, quand le lien ne marche pas, j'ai eu vécu des actions qu'on avait engagées où le directeur de l'OT n'avait pas la possibilité, n'avait pas le pouvoir de s'engager. Il y est allé un peu vite. Et bon, ça va, je ne vais pas mettre l'huile sur le feu. Et on va oublier. Mais il n'a pas été suivi, il n'y a pas eu de dialogue et l'opération a capoté. eh oui, pas la confiance de sa collectivité. Il n'y a pas de confiance, je sais pas, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange. Voilà, c'est pas bon. Alors, 5 conseils pour que ça roule entre l'office de tourisme et la collectivité. Alors, la convention, on n'en a pas parlé forcément des conventions, mais c'est obligatoire. Obligatoire. Mais il ne faut pas qu'elle soit faite que parce qu'elle est obligatoire. Ouais, Il faut vraiment la réfléchir. Et je disais, hein, on trouve une compétence, que ce soit tourisme ou autre, c'est le premier souci du directeur du général, ça va être d'en fixer les limites. Ou le périmètre, soyons plus positifs. Donc la convention, il faut effectivement qu'elle porte là-dessus, tu fais quoi, je fais quoi, et puis la structure, les hommes, les directeurs, et puis la structure. Alors, la bonne répartition des rôles, ben, c'est la déclinaison de la convention. Où est-ce qu'on intervient? Décider, alors on y revient, on en a parlé tout à l'heure, qui décide entre le président de l'office de tourisme et le président de l'intercommunalité? C'est aussi un des aspects de la convention. Et quelle est la nature de ma délégation? Et en dehors de la convention, il y a la réalité. C'est-à-dire une délégation qui existe en début de mandat, elle peut évoluer en cours de mandat. Tout à fait. On a parlé tout à l'heure. Et qui peut se greffer, hein, je disais tout à l'heure, un directeur, en général, il va se méfier. Ça peut aller jusqu'à un marché d'impression, et puis un prestataire évincé qui va aller se plaindre au président, et puis le président va dire au délégué, mais je t'avais dit, les marchés, c'était mon problème, c'était pas le tien. Donc, il faut être très clair, très précis. Partager les situations difficiles, notamment en termes de finances. Partager, je signe demain. Demain, parce que si on vous dit demain, vous avez 10 000 euros de moins, hein, voilà, c'est pas par plaisir. C'est là-dessus, on partage le même contexte. Voilà. Donc il faut le partager, trouver des solutions. Il y en a encore. Hein. Et enfin, définir ce qu'on a vu tout le temps, définir les modes de relation entre l'office de tourisme et la collectivité locale. Tout à fait. Et c'est là que le directeur d'office de tourisme peut prendre l'initiative d'aller voir son DGS pour dire, ben voilà comment on ressent ça. Alors, et n'oubliez pas surtout que le DGS est à la tête d'une administration, avec le président, avec l'exécutif, qui a une spécificité énorme, c'est ce que j'appelle la dualité politique et technique. D'accord? Et donc la relation, j'insiste beaucoup là-dessus, effectivement, les techniciens entre eux, mais aussi les élus entre eux, et les techniciens avec les élus. Et par exemple, le rapport annuel devant le conseil communautaire, de bien le travailler, de bien mettre en avant, parce que là aussi, après, aujourd'hui, les intercos ont grossi. Et oui. Hein, moi, j'en connais une, tu la connais aussi, par exemple à Marmande, où il y a 110 conseillers communautaires. Sur la BC, je crois, à un moment donné, c'était 110. Ils ne sont pas tous au courant. Ils ne sont pas tous au courant de ce que l'Office de tourisme fait. Donc, le moment qui est donné en conseil communautaire pour présenter ce qui est fait est très important. Ils doivent attirer toute l'attention. Et donc, il faut bien le préparer là aussi oui. avec le DGS. Oui. Ok. On va passer maintenant à quelques questions-réponses. Donc, du coup, il y a Clotilde qui faisait une préconisation, Clotilde de Limoges, impliquer systématiquement le DGS au recrutement du directeur d'office de tourisme. Alors, pour son expérience,
Pardon. C'est quelque chose qui fonctionne, ça permet de clarifier pas mal de choses. Oui, je crois que c'est une bonne chose. Si le directeur général est au recrutement, c'est qu'il a attaché son importance. C'est que le président, parce qu'il y a ça aussi, le président de l'Office de tourisme accepte que la collectivité ait son mot à dire. Hein. Il ne va pas dire, mais moi je suis indépendant, en fait, après tout, l'employeur c'est moi. Donc ça veut dire que si ça se fait sans problème, c'est que les relations existent, quoi. Donc effectivement, c'est un bon indicateur et quelque chose qui a conseillé. Oui, je pense. Oui. Euh, Hélène, du Kipzagé, est-ce qu'il existe des formations spéciales Office de tourisme pour les DGS? Ça me m'étonnerait un peu. Non, non, je sais pas. C'était pas effectivement pas une. Alors on avait même le syndicat national des directeurs généraux dont je suis membre honoraire, avait jusqu'à fin des années 90 une commission ville touristique. Cette commission a disparu. Et comme quoi tout n'est pas fini, on est en train de réfléchir à la réactiver. Parce que la loi NOTRe a fait que cette compétence tourisme est redevenue au devant de la scène. Et dans la commission management, j'ai vu des rapports qui évoquent, ben, c'est Stéphane Busson qui est venu l'année dernière, qui devrait l'animer, enfin, l'a créé. Les questions se posent, donc la compétence tourisme recommence à prendre l'information. Mais le CNFPT en matière de tourisme n'est pas en pointe là-dessus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce serait peut-être. Mais on dit à la Mona. Oui, on aurait sans doute à Mais relancer des informations, des alors formations pour les voilà. DGS. Et regardez aujourd'hui, la Mona, effectivement, moi je veux bien essayer de voir comment on pourrait réfléchir avec le CNFPT là-dessus. Euh, on pourrait avoir des DGS aujourd'hui en ligne avec nous. Oui, c'est vrai, c'est Voilà. vrai. Alors j'ai pas fait mon boulot, hein, j'aurais pu prévenir effectivement les DG de Gironde et de région Aquitaine. Voilà, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Il y a vraiment là-dessus une obligation de travail collectif. Moi, je crois que ce qui est important, que je retiens pas mal de cet échange, c'est que vraiment, il y a intérêt pour un directeur d'office de tourisme à bien comprendre le fonctionnement des collectivités territoriales. Comment on fonctionne, pourquoi il y a des notes, pourquoi le poids politique est important, pourquoi il y a le temps de la décision qui est plus important qu'ailleurs. C'est le meilleur moyen de s'en sortir. Tout à fait. S'il n'y a pas connaissance mutuelle chacun du rôle de chacun, du positionnement de chacun, ça peut pas marcher. L'amour devient impossible. C'était ta première question. Ça commence par là, effectivement. Et alors, on s'aperçoit en plus qu'il y a beaucoup de choses en commun, en fait. Alors, il y a Julie en Onis qui se retrouve avec un office intercommunautaire, c'est un EPIC intercommunautaire, donc deux CDC, donc deux DGS. Comment on fait dans ce cas-là? Est-ce que chaque DGS est un peu jaloux? On le rencontre d'abord individuellement? Peut-être c'est mieux, non? Ou on les rencontre ensemble? Ensemble. 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 Après, il peut y avoir avec deux, parce qu'ils vont peut-être pas doublonner surtout. Il peut y avoir, mais c'est les hommes hein, qui comptent là. Hein, Ouais. juridiquement, on n'a pas la réponse. Donc la première en deux pour pas qu'il y en ait un qui soit vexé. Je ne le connais pas, mais ça peut toujours arriver. Après, il peut y avoir ce que tu disais tout à l'heure, rencontrer son DGS pour lui proposer des relations. Peut-être que les deux peuvent s'entendre en disant bon, ben, écoute, tu suivras. Oui, Voilà. il y en a Mais la première, essayer de leur proposer une rencontre à trois, oui. ouais, c'est sans doute mieux. Donc, Hélène qui nous dit que la MONA peut avoir un rôle important, ça sans doute, oui, parce que ben, c'est un peu Oui, l'objectif déjà de ce premier web alors ça peut séminaire. se voir avec le CNFPT, hein, puisque voilà, oui, mais pourquoi pas. Hein. Oui, avec le CNFPT, ça peut être également voilà, par des rencontres, par des informations un peu spécifiques, Oui. mieux comprendre. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. C'est à la fois le rôle d'information des élus des collectivités territoriales et des DGS, les deux sont importants. Et parallèlement, peut-être dans les formations pour les managers d'office de tourisme, mieux comprendre le fonctionnement des collectivités territoriales pour mieux s'en sortir. Ne serait-ce que comprendre ce que c'est qu'un établissement public et ce que c'est qu'une collectivité territoriale. Et ne jamais oublier que l'un est l'outil de l'autre. Parce que c'est ça, juridiquement. Oui. C'est Oui, ça. parce que en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une confusion entre le rôle entre la collectivité et l'office de tourisme et le rôle respectif du DGS ou du directeur d'EPIC, le directeur d'EPIC ayant
quand même un certain Alors, le une statut a autonomie, fait que, voilà. une certaine autonomie. Ouais. Ok, ben écoutez, je crois qu'on a à Alors, il y a peu Hélène près. qui est en train d'écrire, donc Et il ouais, faut la mais laisser finir. ouais, Parce que... voilà. Ah, Rôle important de formation auprès des élus, c'est bien tout sûr. à Mais fait ce ça, que par vous contre, le dites. CNFPT le fait pas. Ouais. Et donc, c'est à nous à essayer de trouver des modules de formation Ah, auprès des, elle est pas convaincue par notre réponse. auprès des élus. Et nous avons, ben, il y a un groupe de travail qui se met en place Ah, justement mais sur elle a la tout trouvé, relation. Hélène, bien sûr. Eh bien oui, on va le faire. On va le faire. Ok. Ok, merci à tous. Je vais afficher ben voilà, euh, le questionnaire si vous avez participé au web séminaire du jour. Et donc, vous retrouverez en ligne rapidement l'enregistrement du séminaire ainsi que les ressources. Et on vous remercie de répondre aux questions ci-dessous pour qu'on suive mieux